Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo concernant la sclérose en plaques. Et oui, j'arrive à la fin de cette trilogie. Aujourd'hui j'ai prévu de répondre aux questions que vous m'avez posées sur mon Instagram de la sclérose en plaques, qui est Sclérose et moi. Et voilà, je vais essayer de faire au mieux et à la fin de vidéo je vous parlerai de quelques lectures qui m'ont permis peut-être de prendre au mieux et d'avancer en tout cas sur cette maladie. Allez, c'est parti! Alors, la première question que j'ai reçue, c'était: y a-t-il plusieurs sortes de sclérose en plaques? J'ai envie de répondre oui et non. En fait, non, il n'y a qu'une sorte de sclérose en plaques. Par contre, il y a deux évolutions différentes. Il y a la récurrente réminente, celle avec qui on récupère plus les conséquences de nos poussées. Et il y a la deuxième, la progressive. Celle-ci, malheureusement, est beaucoup plus destructrice, on va dire, au niveau de l'handicap. Ensuite, nous avons: est-ce que l'injection d'Avonex a des effets secondaires? Oui, clairement, elle a énormément d'effets secondaires. Enfin, en tout cas, pour ma part, en fait, pendant l'injection, enfin, juste après l'injection, pendant les 6-7 heures qui suivent, généralement, on a une sorte de grippe avec des courbatures, des tremblements, des sueurs froides, de la fièvre. Enfin voilà, il y a toutes sortes de symptômes qui sont vraiment pas cool. J'ai trouvé des solutions pour pouvoir y remédier, en tout cas atténuer les symptômes. Déjà, je prends du paracétamol une demi-heure avant de faire mon injection. Ensuite, je fais en sorte de faire l'injection le matin, car plus on est actif, plus l'injection passe mieux et donc les effets secondaires sont beaucoup moins, en tout cas, intenses. Des fois, quand j'ai beaucoup trop mal au niveau des articulations dues aux contractures musculaires, je prends un bon bain chaud, ça permet de me détendre et ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, et donc je fais l'injection le plus tôt possible le matin pour pouvoir l'éliminer au plus rapidement. Autre question: est-ce que tu connais le régime du docteur Terry Wahls? Si oui, qu'en penses-tu? Je ne le connaissais pas, par contre j'ai été me renseigner, j'ai été regarder. Donc c'est à ce que j'ai compris, c'est un régime qui permet de réduire tout ce qui est gluten et de faire beaucoup de sport. Concernant ça, c'est vrai que j'en ai entendu parler, donc pas par ce régime-là, mais effectivement pour la sclérose en plaques. Je pense que c'est une bonne chose. Le sport, déjà, c'est sûr qu'il faut en faire. Rien que pour garder sa mobilité, son équilibre, consolider ses muscles en fait. C'est très important de faire du sport quand on a la sclérose en plaques si on veut, au fur et à mesure du temps, garder toute sa tonicité. Concernant la nourriture, effectivement, je pense que ça peut apporter du bien dans tout ça. J'ai aussi lu qu'apparemment le vin rouge n'était pas bon pour la sclérose en plaques, que la viande rouge non plus. Après, je pense qu'il y a un régime vraiment entier de choses, mais je ne pense pas que ça soit vraiment lié à la sclérose en plaques, mais plutôt aux maladies inflammatoires, donc toutes les maladies auto-immunes en partie. Effectivement, il y a des aliments qui ne sont absolument pas recommandés ou en tout cas déconseillés de consommer en grande quantité. Alors, ensuite, tu as quel type de traitement? As-tu déjà changé de traitement? Quel CEP as-tu? Ça fait beaucoup de questions. Quel CEP as-tu? Donc j'ai la réminente récurrente, en tout cas je l'espère, pour le moment c'est ce qu'on voit vu que j'ai récupéré mes yeux, donc pour le moment c'est que ça ne se dégrade pas trop. As-tu déjà changé de traitement? Oui, j'ai eu plusieurs traitements. J'ai déjà eu Avonex, après je suis passée sous la Copaxone et après je suis passée sous Aubagio et je suis revenue à l'Avonex. Voilà. Et quel type de traitement as-tu? Donc à l'heure actuelle, je n'ai pas de traitement pour raison personnelle, mais je vais en prendre juste après. Ça, je verrai avec mon neurologue quel traitement me sera le plus adapté. Tu es super belle, c'est gentil, merci beaucoup. Donc du coup, j'ai une autre question. Je suis négative aux anti-MOG et NMO, mais est-ce que je peux devenir positive? Je pense que oui. Après, je ne suis pas le médecin, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que le corps évolue. Donc effectivement, je pense que tu peux devenir positive au fur et à mesure du temps, mais s'il n'y a pas de prédisposition à le devenir, il n'y a pas de raison que ça arrive. Comment gérer la fatigue? Oh là, ça c'est une grande question pour les sépiens. La fatigue, comment dire
Comment la gérer? Alors avant je la gérais, je faisais 2 à 3 siestes par jour, j'en avais le besoin. Donc je le faisais parce que j'avais beaucoup d'heures de route en fonction de mon école qui était très loin. À l'heure actuelle, je vais vous dire que je n'ai plus envie de faire toutes ces siestes-là parce que pour moi ça me fait perdre du temps et que le temps est précieux, la vie est précieuse et j'ai pas envie de la gâcher en fait. Donc ce que je fais quand je suis vraiment fatiguée, c'est que juste après manger, j'essaye de faire une sieste de 20 minutes, mais surtout pas plus. Ça me permet de me requinquer un peu. Sinon, j'ai remarqué aussi que plus je mangeais léger, moins j'étais fatiguée. Donc forcément, toute la journée, j'évite tout ce qui est plat trop lourd ou des choses qui pourraient rester sur l'estomac. Ou alors, quand bien même j'ai envie de manger un plat lourd, je diminue les quantités pour éviter d'avoir plus de fatigue. En plus de ça, je vous conseille quand même que quand vous êtes fatigué, faites une pause. On n'est pas obligé de faire une sieste, on n'est pas obligé de dormir ou autre. Par contre, faites une pause. Moi, ça m'arrive, une fois qu'on a fait les courses, j'ai besoin de me poser 5 minutes dans le canapé. Je vais me poser parce que ça a été long, ça a été dur. Oui, ça peut paraître bête, mais ça aussi, ça peut nous fatiguer. Donc voilà. Après, juste, je pense qu'il faut s'habituer, il faut se coucher plus tôt. Et voilà, quoi, c'est très compliqué parce que c'est vrai que la fatigue dans la sclérose en plaques est un symptôme qui est vraiment terrible parce qu'il est vraiment très invalidant. Ensuite, alors, comment cela évolue pour toi par rapport à quand nous étions en cours ensemble? Coucou Laurie, écoute, tout va très bien. Comment ça évolue? Je vais pas te dire que ça va dans le bon sens forcément. Par contre, ça se stabilise. Mes tremblements sont toujours là. Malheureusement, je pense qu'ils ne partiront jamais. La fatigue, je dirais que je réussis plus à la gérer par rapport à la question d'avant. Voilà, c'est des petites astuces que j'utilise pour aller mieux. Sinon, le moral va très bien, donc tout va bien pour moi. Merci. Tu m'aimes mon bébé? Je t'aime à la folie mon amour. Merci pour ton message. Fais-tu souvent des poussées? Non. J'en ai fait 2. J'en ai fait une donc avec mes tremblements de la main gauche et une autre qui s'est située au niveau des yeux où j'ai vu trop, je vois vers un flou pendant plus d'une semaine. Sinon non, par contre effectivement j'ai des symptômes qui sont là régulièrement, des fourmis dans les mains, beaucoup de fatigue, voilà, toutes sortes de symptômes qu'on peut avoir, des fois des brûlures au niveau de la peau, mais sinon non, en poussée plus particulièrement je n'en fais pas souvent. Allô, j'aimerais savoir quel médicament tu prends et pour quelle raison tu prends ce médicament. Les injections c'est pas le fun et les médicaments par voie orale c'est très difficile pour l'estomac. J'avais beaucoup de problèmes avec Tecfidera. En plus j'ai dû arrêter car mes lymphocytes étaient trop bas. Je dois maintenant choisir un nouveau médicament et je suis très embêtée. Merci à l'avance pour ta réponse, Guylaine. Merci pour ton message. Quel médicament prends-tu? Donc actuellement je ne prends pas de médicament comme je vous l'ai dit. Mais juste avant j'étais sur Avonex qui était des injections. Effectivement c'est pas le fun du tout et je te comprends parce que de se piquer c'est pas quelque chose d'évident. Je sais qu'il y a des maladies pour qui c'est tous les jours, mais c'est vrai que en plus certaines injections sont intramusculaires, ce qui fait relativement mal. Effectivement les médicaments par voie orale pour l'estomac c'est pas top. Je pense qu'après il faut voir ce que toi tu préfères, ce qui est plus adapté pour toi, si tu préfères la voie orale ou l'injection. De toute façon on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre traitement. Après plus particulièrement je te conseille de les essayer avec ton neurologue. Forcément il va falloir que tu vois avec lui, que tu les essayes et quand un ne te convient pas on passe à un autre. Le but étant de vivre bien avec le traitement et que ce ne soit pas une souffrance supplémentaire en plus de la maladie. Peut-on vivre sans traitement? Merci. Oui, je pense qu'on peut vivre sans traitement effectivement puisque cette maladie on n'en meurt pas, donc il n'y a aucune raison qu'on soit entre guillemets obligé de le prendre. Par contre effectivement si on ne le prend pas, je pense qu'il ne faut pas se plaindre entre guillemets de l'évolution de la maladie, sauf si effectivement tu commences à faire un régime comme on disait sans gluten, tout ça, sans les produits qui sont vraiment néfastes pour les maladies inflammatoires et que tu es au taquet sur le sport. Je pense, mais ça ne reste que mon avis, qu'effectivement tu peux vivre et continuer sans traitement, en tout cas si jamais tu vois qu'il n'y a pas de grosse évolution par rapport à ta sclérose en plaques.
Après, à contrario, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on est une maladie, on a la chance d'avoir un traitement. Il y a tellement de maladies avec des personnes justement qui n'ont pas de solution, qui ne peuvent pas, entre guillemets, contrer cette maladie. Et nous, on a peut-être cette chance-là. Donc d'un autre côté, je dirais oui, mais en fait, prends-en un quand même parce qu'on t'a la chance de l'avoir, t'as la chance qu'on puisse ralentir ta maladie, donc profites-en. Mais je pense que vraiment c'est un choix personnel et que si tu décides de ne pas en prendre, c'est ton choix et voilà. Là je vais afficher le message, si tu passes par là je te fais un coucou, je te notifie pas puisque je sais que la situation est compliquée. Voilà, donc bonjour Camille, j'ai regardé ta vidéo YouTube et je te remercie de l'avoir faite et d'expliquer ton histoire en détail. Je découvre ton compte car nous suspectons que mon mari a la sclérose en plaques. Il a fait une ponction lombaire avant-hier et nous aurons les résultats jeudi. Je ne te cache pas que ça me fait très peur et que j'appréhende énormément ce rendez-vous. Je souhaite savoir si le diagnostic de la sclérose en plaques est posé, comment réagir et soutenir mon conjoint dans cette épreuve. Je te souhaite une bonne journée. Donc j'ai déjà eu une conversation avec cette personne pour lui expliquer un peu mon point de vue. Cette question-là, je pense qu'elle pourrait être posée pour n'importe quel type de maladie. Ce que je lui ai conseillé, c'est qu'avant d'avoir les résultats, surtout d'aller voir son conjoint, sa conjointe ou qu'importe, et lui dire que qu'importe le résultat, vous serez toujours là pour elle et que vous l'aimerez toujours autant. Je pense que ça, c'est ce qu'on attend en prime abord, c'est de se dire qu'on ne nous abandonnera pas parce qu'on est malade. En plus de ça, ce que je lui ai conseillé, c'est vraiment de faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire, oui, d'être dans le soutien moral, c'est important. Par contre, voilà, dans la vie de tous les jours, il faut faire comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Et c'est comme ça qu'on arrive à vivre correctement avec la maladie. Je m'explique. Quand j'ai appris ma maladie, mes parents étaient dévastés par la nouvelle. Ça a été très compliqué. Et ils ont commencé entre guillemets à vivre comme si c'était la fin pour moi. C'était terrible parce que en fait moi qui le prenais bien, je commençais à le prendre mal et à me dire oh, en fait t'es malade, c'est l'horreur, de toute façon tu vas finir ta vie dans un fauteuil roulant. J'étais mais complètement dévastée. Et à un moment ça me pesait tellement que j'ai été voir mes parents et je leur ai dit écoutez maintenant on arrête là, il faut que vous fassiez comme si de rien n'était, comme si tout était normal et parce que j'arrive plus en fait, j'arrive plus à... Enfin ça me culpabilisait, j'étais pas bien, enfin en fait leur inquiétude se reflétait en moi et j'avais pas du tout envie de ça en fait. Donc du coup, ils ont très bien compris, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont vécu comme si de rien n'était et j'ai envie de vous dire que c'est le principal. À l'heure actuelle, j'arrive même à oublier la maladie parce qu'en fait, on ne s'attarde pas sur elle et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que plus on est mal, plus on est dans la tristesse, plus on est au fond en fait. Là, je parle vraiment pour toutes les maladies en général, plus la maladie nous bouffe. C'est clairement ça, même mon neurologue me l'a dit, il m'a dit Camille, tant que tu garderas le moral et que tu seras au top du top, la maladie ne s'attaquera pas à toi. Elle profite de tes faiblesses pour pouvoir s'y attaquer. Donc moi je vous dis juste une chose, mais punaise, gardez le moral quoi, enfin gardez la pêche, donnez-vous des objectifs dans la vie n'est pas terminée. Donc, pardon, je suis un peu partie loin, mais pour en revenir à tout ça, ce que je voulais vous dire, c'est que pour soutenir quelqu'un, on peut le faire dans les moments où on est entre nous et que la personne a besoin de parler, il faut savoir être à l'écoute. Par contre, en dehors de ça, faites comme si de rien n'était. Et vous allez voir que vous-même et la personne allez oublier que vous êtes malade. Le plus important dans tout ça, je pense que pour nous, c'est de savoir que la maladie ne changera rien à l'amour de nos proches. Maintenant, j'aimerais aussi parler, puisqu'elle a continué son message en me disant que c'était pas évident pour elle. Ce que je peux comprendre et du coup j'aimerais parler en fait du côté des proches. Je pense que c'est pas une nouvelle qui est cool à avoir. Mais la seule chose que je vais vous dire, c'est que vous avez le droit de craquer en fait, vous avez le droit de pleurer. C'est pas évident de voir quelqu'un de son entourage souffrir ou de voir quelqu'un de son entourage avec une maladie. Je pense que ça peut vous toucher aussi et je tiens vraiment à vous parler particulièrement car en fait je veux juste vous donner tout mon soutien aussi parce que vous en avez besoin aussi, vous avez le droit de craquer, vous avez le droit de pleurer, c'est autorisé, faites-le. Après je pense qu'une fois que vous avez évacué tout ça, il faut vivre au maximum et il faut juste donner du sourire à la personne qui est malade. J'ai aussi eu un message de Margot avec qui je parle beaucoup sur mon compte de la sclérose et moi.
c'est une personne que j'apprécie énormément et avec qui on partage beaucoup de choses. Elle m'a posé une question hier et je la trouvais tellement intéressante que je me suis dit qu'il faut que je vous en parle. Elle m'a dit: et sais-tu aussi en cas de crédit immobilier si en tant que personne ayant une maladie chronique auprès des banques et assurances on peut faire un crédit immobilier quand même? Je te demande du coup parce que je ne me suis pas renseignée, mais il faudrait que je me bouge un peu. T'inquiète pas Margot, je t'ai déjà donné la réponse et je vais la donner aux personnes concernées parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous arrive dans la vie. Alors, concernant le crédit immobilier, comment vous dire? C'est un sacré parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les crédits immobiliers, alors moi je parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu avec les banquiers et tout, ils nous ont dit qu'on a pu avoir le crédit pour la maison parce que mon mari gagnait mieux sa vie que moi et donc pouvait assumer, si un jour il m'arrivait quelque chose, qu'il pouvait assumer le remboursement du crédit tout seul. Voilà, si c'était lui qui avait eu la sclérose en plaques, je pense qu'on n'aurait jamais pu emprunter, ou en tout cas pas autant que ce qu'on a emprunté actuellement. Il faut savoir aussi concernant tout ce qui est crédit immobilier, donc une fois qu'on a pu l'avoir, il faut une assurance crédit forcément. Eux ils s'assurent que tu rembourses ton crédit jusqu'à la fin. Et là c'est encore autre chose. Donc pour les autres généralement ça se passe très bien. Pour nous vous avez un questionnaire de je ne sais combien de pages à remplir. C'est énorme. Moi j'ai été aidée par mon courtier, donc Meilleur Taux, qui m'a permis de pouvoir remplir ce papier on va dire beaucoup plus facilement parce que c'est vrai que c'était pas évident et elle m'a bien précisé qu'il y avait des choses, il fallait surtout pas que je réponde telle ou telle chose, voilà, enfin bref, elle m'a expliqué tout ce qu'il fallait que je fasse, on l'a rempli ensemble, je l'ai rendu. Et malheureusement pour les assurances, quand on a une sclérose en plaques, c'est très compliqué à avoir. La seule assurance qui m'a autorisée à être chez eux ne m'a assuré que pour l'assurance décès. Alors s'il y a des assureurs dans le coin, j'aimerais vous parler 2 minutes. Je tiens juste à vous informer que si on a un accident de voiture, là actuellement je ne suis pas pris en responsabilité pour rembourser le crédit. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que tout le monde peut avoir des accidents de voiture, même moi, mais moi je n'y ai pas le droit et j'ai le droit qu'à l'assurance décès. Je trouve ça un petit peu aberrant parce que la sclérose en plaques ne déclenche pas d'accident de voiture ou autre. Bref, je suis outrée un peu par ce genre de situation. Mais soit, c'est la vie, c'est comme ça. C'est peut-être la chose qui me met le plus en rogne, on va dire, dans la maladie, c'est l'injustice qu'on peut avoir au niveau des papiers, tout ça, et de l'administratif. Ouais, en fait, c'est ça. J'en veux même pas à la maladie, j'en veux à l'administratif de ne pas nous considérer comme personnes normales. En tout cas, je comprends qu'il y a des choses qui ne soient pas prises en charge, c'est pour leur sécurité, je peux le comprendre. Mais un accident de voiture, enfin je sais pas, la sclérose en plaques, elle y est pour rien. Enfin bref, qu'importe, ça c'est quelque chose qui me révolte. Le crédit immobilier, c'est compliqué, mais tu peux l'avoir si jamais ton conjoint gagne plus que toi, ou ta conjointe, hein. Et pour les assurances, c'est compliqué. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je viens d'acheter une voiture et ils m'ont fait le même cinéma pour l'assurance. Alors que c'est un crédit sur 4 ans. Donc je trouve ça un petit peu aberrant. Mais bon, c'est pas grave, il faut remplir tous les papiers, leur expliquer qu'on est malade. Et puis voilà. Je voulais faire juste une petite aparté puisqu'on parle d'immobilier. Juste pour vous dire... qu'avec mon mari, on a pris la décision d'acheter une maison, mais on l'a pris avec possibilité d'aménagement si un jour malheureusement je devais me retrouver en fauteuil roulant. Donc je tenais juste à vous dire les 2-3 petits points sur lesquels j'ai pensé à avoir pour qu'on puisse aménager la maison si un jour ça arrivait. Donc la première chose, c'est qu'il fallait pouvoir avoir une vue de plein pied, donc avoir au moins une chambre au rez-de-chaussée, ça c'était la priorité. Après, quand on est jeune et qu'on veut des enfants, on a décidé d'avoir une deuxième chambre au rez-de-chaussée, puisque si jamais il m'arrivait quelque chose, soit juste après la grossesse ou autre, que je puisse quand même m'occuper de mon enfant qui sera dans la chambre d'à côté. J'ai fait aussi très attention à la salle de bain, qu'elle puisse être manipulable en fauteuil roulant.
Et on a eu la chance, c'est qu'on a un peu trouvé la maison parfaite sur ça. On a 2 chambres au rez-de-chaussée, la salle de bain qui est complètement aménageable et avec qui on peut circuler en fauteuil roulant. Et en plus de ça, elle est vivable de plein pied. Voilà, je pense que c'est au moins les 3 choses qu'il fallait penser quand on est arrivé ici. En tout cas, quand on prend une maison. Après voilà, ça c'est juste un avis personnel, mais c'est un petit conseil en plus si jamais ça peut vous aider. Maintenant, je voudrais vous parler de quelques lectures que j'ai pu faire qui m'ont aidé vraiment dans mon cheminement pour accepter la maladie et surtout pour savoir comment améliorer son mode de vie. Voilà, donc j'en ai un qui est spécifique à la sclérose en plaques et 2 autres qui sont plus, on va dire, sur la santé et la maladie en général. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer et je vais vous lire la 4e de couverture et je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Donc, en premier, il y a ce livre-là, c'est Vaincre la sclérose en plaques. C'est un livre que j'ai adoré lire et je pense que si un jour j'en ai besoin, je le relirai avec grand plaisir. Donc je vais vous lire ce qu'il en est. La sclérose en plaques est réputée incurable. Les médicaments enrayent les poussées et améliorent la qualité de vie, mais n'empêchent pas la progression de la maladie. Pourtant, ce livre montre qu'en changeant radicalement d'alimentation et en suivant un programme d'exercice ciblé, on peut retrouver une vie normale. Touchée par la CEP, à l'âge de 23 ans, Émilie est résignée à marcher avec une canne et endurer les handicaps de la maladie quand elle rencontre Julien Vénesson, journaliste scientifique spécialiste de nutrition. Il se penche sur la biologie de la CEP, se plonge dans la littérature scientifique et de là conçoit un régime riche en vitamines, minéraux, acides gras essentiels, exempt des facteurs nutritionnels qui favorisent l'auto-immunité. Peu à peu, l'état d'Émilie s'améliore, l'auto-immunité et l'inflammation diminuent. Les poussées s'espacent et finissent par disparaître. Aujourd'hui, à 34 ans, elle n'a plus de séquelles, plus de traces de handicap, sa vie est redevenue normale. C'est ce programme alimentaire couplé à des mesures d'hygiène de vie que Julien et Émilie vous proposent de suivre. Leur message, oui, il est possible de stopper l'évolution de la CEP. Leur livre vous donne le moyen de recouvrer la santé avec des explications sur les facteurs qui favorisent la maladie, des conseils nutritionnels précis pour optimiser les nutriments protecteurs et éliminer les aliments qui posent problème, à commencer par le sel et les céréales à gluten, des exemples de recettes simples et savoureuses, un protocole de rééducation qui va bien au-delà de ce que propose la kinésithérapie pour récupérer complètement les fonctions motrices. Ce livre offre sans doute l'une des meilleures stratégies contre la sclérose en plaques aujourd'hui. Effectivement, c'est un livre qui est génial et franchement, je vais vous dire, il est vraiment très très bien fait. Déjà, il est facile à lire et en plus de ça, c'est vraiment, comment on appelle ça? Je vais pas dire ludique, mais presque en fait. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qui divertissent les yeux et ce qui permet vraiment de le lire beaucoup plus facilement. Ensuite, on a toute la partie sport avec effectivement tous les exercices qu'ils nous proposent pour récupérer au maximum la mobilité. Et à la fin, il y a même des recettes sans gluten, tout ça. Franchement, vous avez de tout, hein, du sucré, du salé. Enfin, il est juste génial ce livre, vraiment. Je pense que si un jour on veut commencer par découvrir ce qu'est la sclérose en plaques et savoir comment s'en sortir en tout cas le plus facilement possible, je vous conseille vraiment ce livre-là, il est vraiment génial. Ensuite, vous avez le pouvoir de changer votre santé, maîtriser votre santé pour vivre mieux plus longtemps. Donc c'est ce livre-là. Il est super aussi, celui-ci je l'ai lu d'une traite, vraiment il est génial. Donc je vais vous lire pareil la 4e de couverture. Donc vous avez le pouvoir de changer votre santé, maîtriser votre santé pour vivre mieux plus longtemps. Aujourd'hui, la science a validé un grand nombre d'avancées qui permettent à chacun de prendre sa santé en main et de changer le cours de son existence. Nutrition, activité physique, sommeil, mental, maladie. Ce livre aborde 60 grands sujets santé. Vous y retrouverez les recommandations validées par le corps médical, les messages de prévention indispensables et expliqués, les idées reçues décodées, le vrai, le faux du phénomène de mode et ce que vous pouvez changer vous-même concrètement. C'est un livre qui est génial et qui n'est absolument pas basé sur la sclérose en plaques, mais sur toute maladie et même toute personne en bonne santé qui voudrait améliorer sa santé. Nous avons pour finir Sauver votre corps, prévenir les maladies grâce à une meilleure alimentation. Donc il est comme ceci.
C'est un sacré pavé, je vais pas vous mentir. Par contre, c'est un livre pareil qui vaut la peine d'être lu, mais je pense plus spécifiquement pour les personnes qui veulent vraiment pousser et qui veulent aller plus loin. Donc sauver votre corps, prévenir les maladies grâce à une meilleure alimentation. Les progrès de la médecine nous permettent de vivre plus longtemps, de surmonter de nombreuses maladies, et pourtant le nombre de malades ne cesse de croître. On le sait aujourd'hui, notre alimentation est responsable d'une multitude de maux. Nous mangeons mal, nous vivons mal, notre organisme est fragilisé et les régimes à la mode n'arrangent rien. Le docteur Kousmine nous aide à changer notre alimentation et à écouter notre corps. Véritable bible de la diététique, ce livre nous apprend à mieux nous alimenter pour être résistant à la maladie. Effectivement, c'est vraiment beaucoup d'alimentation dedans. En tout cas, ce sont 3 bons livres que j'ai beaucoup aimé lire. J'espère qu'ils vous plairont, ils vous donneront peut-être l'envie d'être lus aussi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me poser. Vous pouvez me contacter directement sur YouTube ou sur mon Instagram de la sclérose en plaques. Ce sera la dernière vidéo que je ferai, en tout cas pour le moment, puisque je n'ai pas forcément d'autres sujets à aborder. Si vous en avez d'autres, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!